Bonsoir à toutes et à tous. Et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire qui est organisé par l'AFSRA, l'AFSRA qui est la Société africaine de l'anesthésie loco-régionale et du traitement de la douleur. Et bien sûr, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec nous professeur Karim Slim et docteur Sébastien Bloch pour discuter d'un sujet d'actualité et d'un sujet qui constitue on va dire, une pierre angulaire dans notre pratique de tous les jours. Il s'agit de l'ARAC, la réhabilitation améliorée en chirurgie, et aussi on discutera de la place de l'anesthésie loco-régionale dans on va dire, ce paradigme de l'ARAC. D'abord, je présente mes invités que peut-être vous connaissez tous. Professeur Karim Slim, qui est un éminent chirurgien et bien sûr parmi les pionniers de l'ARAC, surtout dans le monde francophone, et le président de l'association GRACE. Pour la réhabilitation améliorée en chirurgie et qui va nous présenter les piliers, les fondements et les bénéfices de l'ARAC. Après, il y aura docteur Sébastien Bloch aussi, qu'on connaît tous, qui est un anesthésiste réanimateur et surtout un grand spécialiste de l'anesthésie loco-régionale, un membre de l'ESRA France et de l'European Society, bien sûr, for Regional Anesthesia and Pain Medicine. Et voilà, sans tarder, je donne la parole au professeur Karim Slim pour nous parler des fondements, les piliers et les fondements de l'ARAC. À vous la parole, Karim. Je pense qu'il y a un petit problème. Euh, We can, I think, Dr. Karim having some problems. Can we, Dr. Sebastian, just go to start? Ah bah je crois que Karim est en train d'arriver là de nouveau, donc il va reprendre le fil. Et voilà. C'est bon. Euh, désolé, j'ai dû vous quitter. Karim, à toi la parole. Euh, j'ai un double son, je suis désolé, j'ai deux connexions en même temps. Attends, je vais essayer de C'est quitter. bon, on t'entend bien. On n'a pas Bon, le... bon, très bien, alors j'y vais. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Je suis désolé pour ce souci. Et bien, vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Donc, je vais euh, vous parler de RAC. Moi, vous connaissez déjà la RAC euh, depuis quelques années. C'est un chemin clinique avec de multiples éléments de la prise en charge des patients euh, en préopératoire, en commençant à la préhabilitation et la préparation préopératoire immédiatement après la chirurgie, en péropératoire, au bloc opératoire, bien entendu, en Karim, post-opératoire et même après la sortie de Karim, désolé de t'interrompre. Effectivement, on a double voix et je pense parce qu'il y a double connexion. On Oui, en... c'est ça, ouais, je le vois. Je vais essayer de me déconnecter d'une des deux. D'accord, merci. Alors.
Ah, comment on fait pour connecter? Là, vous m'entendez un peu? Oui, c'est pareil. Je suis désolé, hein. Je ne vois pas d'où vient le problème. Alors, il me dit plus pourquoi lancer la réunion. Là, je suis en double, toujours en double. Hop, 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 hop. Vous voulez pas qu'on fasse parler Sébastien d'abord, le temps que je me reconnecte? Oui, d'accord, on va faire ça. On va faire Ouais. ça. D'accord. Merci, Karim. Sébastien, euh, Là, vous m'entendez là? oui, oui, beaucoup mieux. Beaucoup Ah, mieux. ben voilà, c'est bon, Voilà, c'est réglé. c'est réglé. Merci. Bon. Ok, je partage l'écran. Je reprends de la première diapositive. Voilà. Donc, normalement, vous avez. Ouais, très bien. Donc, je répète, donc c'est un schéma clinique avec la période de préhabilitation que vous connaissez un peu, c'est-à-dire la préhabilitation trimodale telle que l'ont recommandé les auteurs canadiens, l'arrêt du tabac, etc., la gestion des comorbidités. En préopératoire immédiat, il y a des critères de gestion du jeûne qui doit être court selon les recommandations de l'ASFAR, la thromboprophylaxie, tous ces éléments préopératoires. Et en opératoire, on en parlera plus longuement avec Sébastien, c'est-à-dire sur le plan chirurgical en ce qui me concerne, pas de sonde gastrique systématique, de la gestion de l'hypothermie, la voie mini-invasive. En post-opératoire, tout ce qui est contrôle glycémique, prévention des nausées, vomissements, l'analgésie, on en reparlera aussi. L'ablation des tuyaux, s'ils ont été mis, mais généralement, il est recommandé de ne pas mettre de drainage de manière systématique, pas de sonde gastrique. Et une fois que le malade sort, puisque habituellement il sort plus tôt que dans la pratique d'avant, il faut continuer la surveillance sur les apports nutritionnels et la surveillance à domicile. Pour le dire en deux mots, la RAC, c'est tout simplement de la bonne médecine dans un bon état d'esprit d'équipe. La bonne médecine, c'est-à-dire une médecine fondée sur des preuves scientifiques avec un bon niveau de preuve, vous connaissez ça aussi, et un bon état d'esprit d'équipe, parce que sans cet esprit d'équipe, vous le verrez dans une autre diapositive, ça ne marchera pas. Cette RAC concerne, vous voyez ici une liste des spécialités chirurgicales ou spécialités d'organes qui sont dans la base de données de Grasse. Et la RAC concerne toutes les chirurgies, car on sait très bien que si on opère quelqu'un, on l'agresse par nos soins. Et la RAC constitue à réduire cette agression de nos gestes chirurgicaux ou de nos gestes anesthésiques. Donc, chaque fois qu'on opère quelqu'un, il mérite d'avoir la RAC, la réhabilitation améliorée. Ça, c'est la diapositive dont je vous ai parlé qui montre bien la nécessité d'un travail d'équipe. Vous voyez tous les items en préopératoire, péropératoire et post-opératoire. Et vous voyez dans ces items-là des pastilles bleues, rouges, violettes et jaunes. La bleue correspond à l'anesthésiste, la rouge au chirurgien, c'est fait exprès, la violette au personnel paramédical et la jaune au patient. Et vous voyez quand dans un grand nombre d'items, il est nécessaire de faire collaborer les différents intervenants, qu'ils soient anesthésistes, chirurgiens ou infirmières ou même patients avant ou après la chirurgie, pour que ça marche. Et cette collaboration est nécessaire et dans la majorité des cas, vous voyez ici apparaître 86%, dans la majorité des items, on a besoin de cette collaboration avec au moins deux intervenants. Donc l'esprit d'équipe et la collaboration entre les membres de l'équipe sont la pierre angulaire de la réhabilitation améliorée. On ne le savait pas au début, maintenant on le sait. Corollaire de cette réflexion, c'est que le chirurgien qui jusque-là se considérait comme le capitaine sur le bateau, ben, il doit descendre de son piédestal, rejoindre l'équipe et faire partie de l'équipe au même titre que les autres soignants, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. Et je mets un point particulier et j'insiste surtout
sur l'importance de l'infirmière RAC qui, elle, va gérer la mise en place de ce protocole au quotidien. Et elle a un rôle majeur et il est recommandé généralement, chaque fois qu'un service veut se lancer dans cette pratique, d'embaucher une infirmière ou de transformer le poste d'infirmière soignante en une infirmière RAC qui a plusieurs rôles dans la prise en charge, qui met de l'huile dans les rouages et qui aide les gens à communiquer entre eux. Mais aussi les aides-soignantes et les ASH qui vont faire manger les patients, qui vont faire lever les patients, les faire marcher dans le couloir, etc., ont aussi un rôle qui n'est absolument pas secondaire. Le patient a aussi un rôle dans le cadre de la RAC. Il est acteur de ses soins dès le début, c'est-à-dire dès la période préopératoire et la préhabilitation. Il participe à la préparation à la chirurgie, avec notamment l'éducation thérapeutique faite par le personnel adéquat. En préopératoire immédiat, la prise de décision doit être partagée et non pas imposée par le chirurgien. Et grâce à cette éducation thérapeutique, le patient sait ce qu'il doit faire avant l'opération et après l'opération et participe de manière très claire. En péropératoire ou juste le jour de l'intervention, il est recommandé qu'il arrive au bloc debout, c'est ce qu'on appelle le patient 3D, debout, digne et détendu. Je n'ai vu aucun patient regretter d'être arrivé au bloc opératoire debout parce qu'il est fier d'arriver sur ses propres jambes, sauf bien entendu s'il ne peut pas marcher. En post-opératoire, il participe à sa réalimentation, à la gestion de sa douleur, etc. Et même chez lui, il est au courant de la possibilité de survenue d'une complication à domicile et donc il nous aide à la diagnostiquer et à la gérer. Donc généralement, on dit que le patient est au centre de notre intérêt, le centre de nos soins. Moi, j'ai envie de modifier ce paradigme et de faire de telle sorte que le patient soit plutôt, ça ne marche pas, soit plutôt avec l'équipe et que le centre de notre prise en charge soit la maladie. Et donc le patient est acteur de ses soins, il est son propre médecin, entre guillemets, avec nous, et nous luttons tous contre la maladie qui l'embête. Maintenant, la RAC, on le sait, mais je ne vais pas m'étaler sur cet aspect-là. Toutes les études montrent que la RAC réduit la morbidité et la mortalité post-opératoire, quelle que soit la spécialité, à un degré plus ou moins important, c'est-à-dire ça peut réduire de 20%, parfois de 50%, de 40%, mais toutes les études le montrent, la morbidité et la mortalité sont réduites par la RAC, même la mortalité post-hospitalisation grâce à la meilleure prise en charge. La RAC aussi a un aspect économique, vous savez tous l'importance maintenant de cet aspect-là dans nos pratiques qui touche tous les pays du monde. Eh bien, il a été démontré, là je vous montre une seule diapositive, un travail qui a été fait aux États-Unis qu'on peut facilement transposer dans les autres pays. Pour $1 investi dans la RAC, on récupère $7. Grâce à la réduction de la morbidité post-opératoire, la réduction de nos soins, le retour plus rapide à la vie active et au travail. Donc, la RAC est une manière d'offrir aux malades de meilleurs soins à moindre coût. Et c'est rare qu'on ait cette situation-là dans notre pratique. Généralement, les soins coûtent de plus en plus cher. Là, on a l'opportunité d'avoir une évolution, une innovation qui va coûter moins cher à la société. L'autre impact de la RAC aussi, écologique, et je ne vais pas maintenant non plus une seule diapositive, pour vous montrer que pour la chirurgie colorectale que je connais, ça c'est un travail que nous avons publié il y a à peu près 1 an, dans Colorectal Disease, et qui montre que pour la chirurgie colorectale, on réduit, si on applique en France, on réduit l'impact carbone de la santé de 1000 tonnes de CO2, d'équivalent CO2 par an, sans parler des autres tâches en termes de développement durable. Donc la RAC est bénéfique sur le plan économique, bénéfique aussi sur le plan écologique. Maintenant, dans la vraie vie, j'ai survolé quelques aspects que vous pouvez juger théoriques de la RAC. Dans la vraie vie, j'ai pris l'exemple de la base de données que nous avons dans le groupe GRACE. Et cette base de données, on a plus de 100 000 dossiers, tous confondus. Et dans la vraie vie, je prends un exemple, ça sera un peu le fil rouge de mon topo, la chirurgie colorectale que je connais. La chirurgie orthopédique sera gérée dans quelques temps par Afaq Siri, je l'espère. Et bien ça, vous voyez ici ce que nous faisons dans le cadre de plus de 23 000 dossiers complets de chirurgie colorectale, ce qui est réellement fait au quotidien par les centres qui participent à l'expérience de GRACE.
Et vous voyez que toutes les barres ne sont pas à 100%. Qu'il y a des barres, l'optimisation du remplissage, ici, je vois l'ablation de la sonde urinaire en fin d'intervention, je vois d'autres items qui n'atteignent pas ou atteignent très difficilement les 80%, 90%. Donc ça, c'est la vraie vie et les items ne sont pas tous pareils par rapport à l'application au quotidien et ça demande que chaque équipe fasse des réunions et relance un peu la machine en disant pourquoi, par exemple, l'optimisation du remplissage n'est pas faite de manière routinière, pourquoi les sondes vésicales pardon, sont laissées pendant 2-3 jours après la chirurgie alors que ce n'est pas nécessaire. Et ça, c'est aussi le rôle de l'infirmière RAC qui, elle, remplit les données dans la base de données. Notre réunion concerne la douleur. Et donc, j'ai pris l'option d'analyser la douleur en chirurgie colorectale et la prise en charge de la douleur en chirurgie colorectale issue de la base de données dont je vous ai parlé dans la diapositive précédente. Ben, ce travail, vous voyez ici dans la base de données où il y a 106 000 dossiers, vous voyez que la majorité des dossiers concernent la chirurgie orthopédique et la chirurgie digestive, qu'elle soit côlon, rectum, bariatrique, estomac, même les urgences digestives ou l'œsophage. Les autres spécialités les moins représentées dans la base de données sont la gynécologie obstétrique et les autres spécialités, ORL, chirurgie rachidienne, etc. Donc la grosse partie des participants à GRACE sont des chirurgiens digestifs et des chirurgiens orthopédiques. Bien, sur la base de ces données-là, j'ai choisi la chirurgie digestive et la chirurgie colorectale. Et j'ai analysé ce qui était annoncé par les médecins qui participent à cette expérience. Et ils ont tous la réponse à est-ce que vous utilisez une analgésie multimodale? On a pratiquement 90% de réponses oui. Je fais une analgésie multimodale, que ce soit en pair ou en post-opératoire. Et quand on va plus loin un peu en allant voir quel moyen d'analgésie pair ou post-opératoire a été utilisé, vous voyez que les analgésiques niveau 1, les AINS et les analgésiques au niveau 2 ont été les plus utilisés en post et en opératoire. Et vous voyez en bas de la diapositive un vide concernant l'infiltration des orifices de trocar en chirurgie colorectale, en celluloscopie, les tab blocs, la lidocaïne, la péridurale que j'ai pris comme exemple. Donc déjà, ça vous montre un signal, alors que les participants ont dit oui, je fais de l'analgésie multimodale, vous voyez que ce n'est pas une analgésie si multimodale que ça, fondée sur les analgésiques niveau 1 et 2 et les AINS. Quand on voit maintenant la douleur post-opératoire dans cette étude de 23 000 dossiers de chirurgie colorectale, vous voyez sur le VA à échelle visuelle analogique, et vous voyez qu'ici, il y a pratiquement 13 000, disons, 50% des patients ont présenté une douleur supérieure ou égale à 4, malgré, entre guillemets, l'analgésie multimodale, qui est en fait posimodale, qui a été faite en pair et en post-opératoire. Donc ça met le point sur l'application qui n'est pas parfaite de la prise en charge de la douleur en pair et en post-opératoire. Donc malgré le programme RAC, ce sont des services qui font la RAC, des patients ont une douleur post-opératoire supérieure ou égale sur l'échelle visuelle analogique. Donc plutôt que de parler dans ce cadre-là, à l'instant T, d'analgésie multimodale, je parlerai plutôt d'analgésie posimodale, qui ne fait pas appel à toutes les méthodes d'analgésie pair et post-opératoire. Donc il y a encore du travail, même si on pense faire de la RAC de manière optimale et quotidienne, il y a encore du travail à ce niveau-là, au niveau de la gestion de la douleur. Et on prolongera un peu nos discussions avec Sébastien qui va vous parler de l'analgésie leucorégionale. Je voudrais insister sur cette diapositive. Ce sont les critères de jugement de la RAC, c'est-à-dire la morbidité, je vous ai dit qu'elle est diminuée. La mortalité est aussi diminuée, elle n'est pas présente ici. La durée de séjour est diminuée parce que la morbidité est diminuée. La qualité de vie, notamment la douleur, est un critère de jugement et vous voyez qu'ici, on n'est pas très efficace chez un bon nombre de patients concernant la qualité de vie et la douleur post-opératoire. La morbidité chirurgicale, maintenant, on le sait, elle n'est pas réduite de manière significative par la RAC, parce que si on fait une mauvaise chirurgie, la RAC ne marchera pas. Et enfin, les deux autres
critère de jugement qu'il ne faut pas négliger, c'est l'impact environnemental positif pour la RAC et les coûts liés à nos soins qui sont réduits par la RAC. Merci de votre attention et encore une fois, désolé du couac qu'il y a eu au début. Merci Karim pour cette présentation, bien sûr, super comme d'habitude. Et voilà, sans tarder, je pense qu'on va laisser la discussion à la fin, après le topo de Sébastien qui va nous parler de l'ALR, la place de l'ALR. En fait, est-ce que c'est un outil, c'est un pilier dans l'ARAC? Euh, Sébastien, c'est à toi la parole, puis on discutera à la fin. Eh bien, Merci. merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que oui. Oui, oui. Merci beaucoup, Afak, pour cette introduction. Effectivement, j'ai parlé d'ALR dans la RAC, savoir si c'est un outil ou pilier comme ça m'a été proposé. Et je remercie déjà la présentation de Karim, puisqu'il a commencé déjà à vous présenter la problématique qu'on avait dans la RAC, qui était cette douleur plus ou moins bien optimisée ou gérée, et qui était un élément ralentisseur, on va le voir. Et on va voir ce qu'on peut faire avec une des techniques que moi j'aime particulièrement, qui est l'anesthésie loco-régionale. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des organisateurs de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'abord du fait de ces deux topics, l'ALR et la RAC, et aussi parce qu'on parlait déjà un petit peu de francophonie. C'est aussi un flambeau que je vais prendre maintenant en main, en charge, pour essayer de créer beaucoup plus de liens qu'il n'y a maintenant avec les pays francophones et entre pays francophones, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire entre nous. J'ai des conflits d'intérêts diverses, dont certains sont probablement directement liés à ce topo. On va continuer à avancer. Et j'ai surtout un conflit d'intérêts avec ces recommandations qui ont été publiées en 2022 par la SFAR. Alors j'étais intimement lié à ces recommandations puisque j'étais un des experts. Et ça va nous permettre de parler un petit peu d'outils. C'est que ces recommandations étaient basées sur le fait que la plupart des recommandations dont on vous a parlé là, de RAC, en anesthésie en tout cas, quand on nous demandait de travailler avec des sociétés savantes, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait des outils communs. Et l'objectif de ces recommandations, ça a été de voir si on ne pouvait pas mettre en place un protocole un peu universel en essayant d'envisager quels étaient les outils qu'on retrouvait dans tous les protocoles, quel que soit le type de chirurgie. C'est ce qu'on a fait. C'est intéressant de regarder ce parcours optimisé qui a été proposé par la SFAR avec ces différents outils, parce que si on s'intéresse à ces outils ou à ces problématiques, ce qui vous a été présenté juste un petit peu avant par Karem, on se rend compte qu'il y a un élément qui est un élément qui est très central dans ces parcours optimisés qui peut largement ralentir, on le reverra sur quelques exemples, ces parcours, c'est ce défaut d'analgésie ou alors cet outil antalgique qui va être mal optimisé ou mal envisagé ou mal géré. C'est ce qu'on va revoir ici sur deux diapositives. Tout d'abord, la douleur, c'est ce qui vous a été présenté par Karem. Ça fait partie des complications principales des parcours optimisés. Et ça, c'est un travail un peu ancien d'Enrique Kellet qui avait été fait sur la chirurgie orthopédique et qui montrait que l'élément principal qui empêchait la sortie de ces patients sur une chirurgie qui est réputée douloureuse, eh bien, sur les 2 premiers jours, que ce soit de la chirurgie arthroplastique du genou ou de la chirurgie arthroplastique de la hanche, c'était la douleur qui allait empêcher la sortie de nos patients. Après, il y a souvent d'autres raisons qui sont sur les derniers jours plutôt des raisons organisationnelles ou logistiques ou techniques, mais c'est vraiment la douleur qui est l'élément central qui va pouvoir empêcher la sortie et donc ralentir ces parcours. Si on s'intéresse maintenant à ce qui peut arriver lorsque le patient est à domicile, eh bien, on se rend compte que dans la littérature, une des alertes principales, donc de rappel des établissements ou de réhospitalisation, on a bien sûr les complications chirurgicales, soit l'infection, soit des complications, des comorbidités liées à la chirurgie, mais une des principales raisons d'appel ou de retour en post-opératoire, là encore, c'est la douleur. Donc effectivement, la question, elle est vraiment très pertinente, c'est de savoir cette douleur post-opératoire, comment la gérer. C'est déjà ce que vous a dit Karim un petit peu avant. Et l'ALR, est-ce que c'est simplement un outil de cette gestion antalgique post-opératoire ou est-ce que c'est réellement le pilier, l'élément central de la prise en charge? Alors vous vous doutez bien que moi, je vais tout vous mettre en avant pour bien vous prouver et vous montrer que l'ALR est un pilier et de toute façon, les arguments sont largement en faveur de l'anesthésie loco-régionale comme pilier de cette analgésie.
Alors tout d'abord, il y a eu depuis quelques années un très grand changement de paradigme en termes de gestion de la douleur post-opératoire. Vous avez ici deux modèles ou deux modèles, oui, d'analgésie avec un modèle ancien et un modèle plus récent. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point l'ALR est passé d'une technique très spécifique à une certaine catégorie d'anesthésistes. Et on avait comme socle de l'analgésie plutôt les opioïdes, avec même la PCA pour certaines chirurgies. Et comme on peut le voir ici, ben, l'ALR qui venait un petit peu en dernier et qui était surtout produite ou réalisée par une certaine catégorie d'anesthésistes. Et là, maintenant, la nouvelle voie de prise en charge analgésique périopératoire, eh bien, le socle de cette voie, c'est vraiment l'anesthésie loco-régionale. Bien sûr, d'autres traitements, comme les anti-inflammatoires, mais on voit bien que c'est devenu le socle. Et puis, la consommation de morphine, eh bien, on essaye de la réduire et c'est plutôt le médicament ultime qu'on pourra utiliser si jamais les premières bases ou socles de l'analgésie ne sont pas bien considérés. Et pourquoi l'analgésie loco-régionale est-elle aussi intéressante? Eh bien, c'est simplement par son efficacité, sa reproductibilité. Par rapport à d'autres traitements qui sont très efficaces, c'est l'absence ou le très faible incidence d'effets indésirables et également le peu de contre-indications à l'anesthésie loco-régionale avec ce bénéfice en termes d'épargne morphinique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et très efficace en périopératoire. Et quand on s'intéresse à tous ces parcours optimisés ou tous ces parcours RAC que l'on peut trouver modélisés dans la littérature, là, je vous en ai mis différents. Je vous ai mis ce dont vous a parlé Carême de la chirurgie colorectale, mais vous avez aussi la chirurgie prothétique du genou de la hanche orthopédique, vous avez aussi la chirurgie du sein, vous avez la chirurgie thoracique, vous avez la chirurgie cardiovasculaire. Et sur toutes ces chirurgies, quand on regarde ce qui se passe au centre de ces parcours, eh bien, on a l'anesthésie loco-régionale parce que c'est vraiment la pierre angulaire de cette prise en charge. Alors, pour aller un peu plus loin et montrer à quel point c'est un véritable socle et pas simplement un outil de ces parcours, mais réellement le socle de ces parcours, ce que je vais faire, c'est que parallèlement à ce que vous a montré Carême, ces parcours RAC, ces parcours optimisés, eh bien, on va mettre de manière parallèle, comme c'est quasiment une des complications principales, ou la première complication, ou le premier élément qui va ralentir ces parcours, eh bien, on va prendre la douleur et on va voir comment l'anesthésie loco-régionale peut se placer depuis la période préopératoire, un peu comme un parcours RAC, jusqu'à la période post-opératoire. Déjà, quand on prend, alors c'est très spécifique à la chirurgie orthopédique, mais aussi sur la chirurgie du sein thoracique, eh bien, on a à l'heure actuelle dans la littérature des éléments qui vont nous orienter sur probablement l'impact ou l'intérêt de mettre en place de l'anesthésie loco-régionale en préventif, en préemptif, en préopératoire. Là, c'est des techniques très spécifiques qui sont des techniques de cryoneurolyse, donc c'est l'utilisation de froid à côté des petits nerfs pour interrompre un petit peu leur effet sur certaines chirurgies. Alors, il y a peut-être un effet centre, parce qu'il y a beaucoup de chirurgies de Bryan-Linfeld, comme vous pouvez le voir ici. Mais en tout cas, ce qui est montré, c'est que cette chirurgie, cette technique ou ce principe qui est un petit peu comme de l'anesthésie loco-régionale, mais au lieu qu'on utilise un anesthésique local, on va mettre du froid pour un petit peu tempérer l'action de transmission nerveuse. Et bien, sur la chirurgie du sein, comme sur la chirurgie du genou, donc sur des chirurgies dont on sait qu'elles sont à même de générer de la douleur post-opératoire aiguë, même transitionnelle, même chronique, eh bien, on va avoir une diminution en post-opératoire de la consommation d'opioïdes, une diminution des seuils de VA en post-opératoire, donc une diminution de la douleur aiguë post-opératoire. On peut même un petit peu, alors c'est pas forcément une très grande significativité, mais on voit très bien qu'on a une amélioration de la récupération fonctionnelle post-opératoire, une amélioration, on vous parlait tout à l'heure de qualité de vie, de sommeil, donc on a vraiment une amélioration de la qualité de vie post-opératoire, et puis quelques éléments qui peuvent ou qui semblent commencer à être intéressants sur la douleur chronique post-opératoire. Donc déjà, de l'ALR ou l'assimilé ALR, sur certaines chirurgies, on voit que ça va commencer à être intéressant sur la prévention de la douleur post-opératoire. Maintenant, si on s'intéresse à la deuxième étape, qui est l'étape péropératoire,
qu'en est-il? Là, je vous ai mis une référence qui est très intéressante, qui est le livre blanc de la douleur, qui est une collaboration entre la SFAR et la SFETD sur une réflexion complète de la prise en charge périopératoire de la douleur. Et quand on regarde ici ce qu'il en est sur la fiche 5 de la prise en charge anesthésique préventive, eh bien pour éviter l'hyperalgésie post-opératoire, pour éviter la chronicisation post-opératoire, il faut mettre des principes analgésiques. Et dans ces principes analgésiques, on voit qu'on a beaucoup d'anesthésie loco-régionale qui fait partie de ce principe multi-technique ou multimodal pour éviter cette hyperalgie post-opératoire. Et quand on prend ensuite la troisième étape, qui est l'étape post-opératoire, eh bien, on va retrouver l'anesthésie loco-régionale. Là, je vous ai mis des recommandations donc de ce troisième pilier des RFE dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand on regarde ici ce qui est proposé avec des grades qui sont des grades 1, avec des accords forts ou même du 2 avec un accord fort, donc quelque chose qui est assez puissant en termes de recommandations et de littérature, eh bien, pour l'orthopédie, c'est sûr, il faut utiliser les anesthésiques locaux, par voie périnerveuse. Pour la chirurgie majeure, abdominale ou thoracique, on doit utiliser là aussi de l'analgésie loco-régionale. Et puis après, quand on a des chirurgies un peu moins pourvoyeuses de douleurs post-opératoires, c'est ce qui vous a été proposé tout à l'heure, probablement des blocs de parois, probablement de l'infiltration de trocar. En tout cas, l'anesthésique locale, là encore, avec un accord fort à sa place. Et si jamais on n'a pas la possibilité de faire de l'anesthésie loco-régionale, eh bien, il y a un principe qui est très intéressant et qui vous était aussi proposé tout à l'heure par Carême, c'est d'utiliser les anesthésiques locaux par voie intraveineuse. Donc là, on voit bien que l'anesthésie loco-régionale ou les anesthésiques locaux en post-opératoire, eh bien, ils sont au centre de ce principe d'analgésie post-opératoire. Alors, cette analgésie post-opératoire, elle va avoir des caractéristiques. Le premier caractéristique, c'est qu'il va falloir personnaliser cette analgésie. Et pour personnaliser cette analgésie, ce qu'il faut avoir, c'est les notions de trajectoire douloureuse. Là, vous avez ici un très beau papier d'Ed Mariano sur des trajectoires douloureuses. Alors, vous avez de la chirurgie du genou, de la hanche, de l'épaule et de la mastectomie. Et on se rend compte qu'en fonction du type de chirurgie, vous allez avoir des trajectoires qui sont différentes. Et donc, cette analgésie loco-régionale, pour qu'elle soit vraiment efficiente en post-opératoire, il va falloir l'adapter à ces trajectoires douloureuses. Donc, c'est la raison pour laquelle, et grâce à, et très intéressant ce sujet, c'est le fait de pouvoir s'auditer avec ces techniques d'audit pour pouvoir envisager quelle est la trajectoire douloureuse dans son établissement pour une chirurgie et ensuite y adapter nos techniques d'anesthésie loco-régionale et d'analgésie loco-régionale, soit en y associant des adjuvants pour augmenter la durée et éviter ces rebonds douloureux, soit en utilisant des cathéters pour couvrir complètement cette douleur aiguë post-opératoire. Donc, première chose, c'est que l'anesthésie loco-régionale est importante, intéressante, est un vrai pilier post-opératoire pour la gestion de la douleur, mais il va falloir la personnaliser à ces trajectoires douloureuses et à vos chirurgies. Autre élément, c'est qu'on la personnalise, mais aussi on va l'adapter. Il va falloir l'adapter pour que ce soit vraiment un socle reproductible. Il va falloir l'adapter à votre environnement. Et l'adapter à votre environnement, eh ben, c'est ce que vous avez ici, c'est l'adapter au principe de la RAC, c'est l'adapter à vos ressources. C'est pas parce que une technique, par exemple des cathéters ou certains blocs, sont efficaces dans un établissement qu'ils le seront dans votre établissement. Parce que vous allez avoir une différence de suivi des principes de la RAC et une différence aussi de ressources. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir la personnaliser à la douleur et à l'adapter à votre environnement. Et je rejoins pour cela Steve Coppens, qui a un principe que je trouve très intéressant en disant que comme on a de la réhabilitation améliorée après chirurgie, eh bien, on pourrait avoir de l'anesthésie loco-régionale améliorée après chirurgie, ce qui veut dire qu'on n'a pas de bloc supérieur à un autre, mais on va simplement devoir l'adapter ou l'optimiser en fonction du patient, de la chirurgie et de l'environnement. Donc l'ALR, c'est un socle, mais pour optimiser encore plus cet ALR, eh bien, il faut prendre en compte les trajectoires et son environnement. Dernière étape donc, de ce parcours, qui est donc la même chose, qui est parallèle à l'optimisation parcours patient, c'est la période post-opératoire et avec la survenue, pour certaines chirurgies, de douleurs chroniques post-opératoires.
Alors, on a peu de data très tranchantes qui vont nous montrer que l'anesthésie loco-régionale, si on la pratique ou si on l'implémente dans nos protocoles, va réduire de manière drastique ces douleurs chroniques post-opératoires. Mais là, à l'heure actuelle, dans les papiers récents, même si vous avez des grosses cohortes qui ne montrent pas quelque chose de vraiment très significatif, eh bien, on a vraiment une sensation qu'il faut la mettre en place parce que même si vous n'allez pas réduire drastiquement la survenue de douleurs chroniques post-opératoires, c'est un élément qui va ralentir cette survenue, qui va ralentir ou prévenir la douleur transitionnelle dont on sait que c'est une entrée dans la douleur chronique. Et donc, même si les éléments ne sont pas tranchés ou tranchants, il faut la mettre parce que c'est un outil ou c'est le socle nécessaire pour pouvoir éviter au plus la survenue de cette douleur chronique post-opératoire. Donc, juste pour conclure, et je vais mettre en parallèle les deux parcours dont on vous dont on vous a parlé tout à l'heure. Vous avez donc ces parcours RAC ou ces parcours d'optimisation avec à chaque étape pré, per, post-opératoire et puis la période de récupération. Eh bien, vous avez des optimisations à mettre en place pour pouvoir, ce qui vous a été dit, réduire les durées de séjour, réduire les comorbidités, donc améliorer la période périopératoire du patient. Eh bien, on peut mettre à côté également un parcours antalgique qui est exactement similaire avec une gestion préopératoire, une gestion péropératoire, une gestion post-opératoire, même une gestion à distance pendant la période de récupération fonctionnelle. Et l'élément principal qui va vraiment offrir le maximum de gains à nos patients, c'est l'anesthésie loco-régionale. Donc, pour répondre à la question, l'anesthésie loco-régionale est vraiment plus qu'un outil, c'est vraiment le socle de la prise en charge qui s'intègre très très bien dans ces parcours optimisés. Et comme le montre Carême, on a des lacunes à ce sujet. Il va falloir vraiment travailler, nous, en tant qu'anesthésistes, pour pouvoir implémenter de manière beaucoup plus robuste nos techniques, de manière reproductive dans nos équipes, pour pouvoir en bénéficier un maximum. Je vous remercie, ça va nous laisser libre cours à la discussion. Je vous laisse juste une diapositive pardon, avec deux événements où j'espère on pourra se retrouver. Il y a d'abord, effectivement, je fais partie du bureau de l'ESRA, donc j'espère qu'on se retrouvera pour certains au congrès annuel de l'ESRA à Oslo. Et puis surtout, il y a une date qu'il va falloir retenir parce que je vais essayer de travailler beaucoup, beaucoup à ce sujet. C'est le 31 janvier. Il y a le congrès mondial. Et sur ce congrès mondial, on va essayer, comme l'année dernière, de créer une chaîne francophone où on essaiera de voir comment tous participer pour qu'on puisse tous se connecter sur cette journée en français, à travers le français, pour continuer à discuter de ces techniques d'anesthésie loco-régionale. Je vous remercie. On va pouvoir maintenant, je pense, discuter pleinement de ces principes et techniques. Merci Sébastien, merci pour cette excellente présentation qu'on voit bien sûr l'intérêt, je pense plus que l'intérêt, il fait partie maintenant que on le sait et tu l'as encore prouvé que c'est un pilier, que l'ALR, que l'analgésie, il n'y a aucun doute que l'analgésie, on ne peut pas faire de RAC, je pense, sans que le patient soit analgésié, hein. On ne peut pas, entre parenthèses, lui dire de partir alors qu'il a toujours mal. Karim, tu es là? Je suis encore là, oui. Voilà, parfait, parfait, parfait. Mais je ne sais pas, j'ai mis la caméra pourtant et on ne me voit pas. Ici, on te voit, Karim. Voilà, Ah, parce qu'en fait, c'était de ma faute. J'avais pas pris tous les. Ouais, Voilà. tu n'as peut-être pas tous les panélistes, mais toi, tu fais partie de l'écran. j'en suis ravi. Oui, oui, bien sûr. Nous, on est ravis aussi de t'avoir avec nous. En fait, moi, je pense qu'on est tous là un petit peu. On a notre conflit d'intérêts parce qu'on est des pro-RAC et des pro-ALR ici. En fait, je vais juste, c'est-à-dire, c'est une réflexion et on voit que les gens sont bien, comment dirais-je, il y a cette connaissance, l'analgésie multimodale et tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais en fait, quand on part à la vraie vie, on voit que que c'est pas ça. Je pense qu'il y a des obstacles quand même qui font que, parce que quand on demande aux gens, quand on va vers les connaissances sont là et sont, je pense, bien convaincus de ce qu'il faut faire. Mais en fait, pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire? Si je peux poser cette question. Karim, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'en pense qu'il y a un problème de formation déjà. Tous les anesthésistes et les chirurgiens aussi
n'ont pas été formés dans ce sens. Les tab blocs, il faut savoir les faire. Il y a des cours pour ça, donc il faut que nos collègues se forment. Et d'un autre côté, il faut que nos collègues ne restent pas sur leur laurier et essaient d'évoluer. C'est le même problème que pour la RAC, hein. Garder un tuyau longtemps ne sert à rien. C'est pareil, ne pas optimiser la gestion de la douleur en pair et en post-opératoire. C'est aussi un défaut de notre prise en charge. Nous, suite à... Moi, je ne... Excusez-moi. Je, je ne m'attendais pas à ce résultat. Quand j'ai fait l'étude sur les 23 000 cas de colorectal, je ne m'attendais pas à ça. Et là, ça va être mon cheval de bataille parce qu'il y a l'aspect chirurgical. Et vous savez que quand on fait la RAC, on n'est pas vraiment chirurgien ni vraiment anesthésiste, on est les deux en même temps. Et ça sera parce que je trouve inadmissible, je force le trait exprès, inadmissible qu'un malade ait mal à l'hôpital ou à la clinique où il a été opéré suite à une chirurgie. C'est quelque chose qu'il faut qu'on refuse et tous les moyens doivent être mis en place pour cela. Moi, là, j'ai l'expérience de, je ne vais pas te parler longtemps, hein, Sébastien, je te laisse la parole. Là, on a une collègue anesthésiste qui refuse en cas de laparotomie, par exemple, de faire une péridurale. Donc, la seule solution, c'est d'attendre qu'elle parte à la retraite. Voilà, c'est un problème. Comme pour les chirurgiens, il y a des chirurgiens qui refusent de ne pas mettre de drap parce que ça les rassure de mettre un drap. Donc c'est un combat au quotidien, il faut pas lâcher. Et probablement que les jeunes, j'espère que dans la participation ici, il y a beaucoup de jeunes qui sont connectés et qui nous écoutent. L'avenir, c'est eux. Et donc, c'est sur eux qu'on compte pour faire évoluer nos pratiques, pour mettre en place des protocoles de qualité qui sont réellement efficaces et quotidiens. Oui, Voilà, merci. parole. Oui, oui. Et je pense aussi que je vais un peu rebondir avant de donner la parole à Sébastien. Il a parlé de personnaliser et contextualiser les protocoles. Et moi, je pense que ça, c'est absolument vrai. Parce que parfois, en voulant importer, on va dire, des protocoles qui ne marchent pas, soit parce que les compétences, les conditions, le matériel, et on se trouve voilà, dans une situation qui n'est pas enfin, qui n'est pas bénéfique pour nos patients. Juste, Sébastien, pour reprendre cet exemple-là, je reprends l'histoire de la collègue qui ne veut pas faire du péridurale. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas faire du péridurale, mais elle ne veut pas faire les autres techniques aussi. Ouais. Voilà, on ne lui impose pas de faire la péridurale, on lui offre un panel de prise en charge de la douleur et elle se débrouille avec ça. Et là, c'est ça le problème. Il faut que les anesthésistes aient la maîtrise sur différentes techniques pour les personnaliser aux patients. Alors, tu as entièrement raison, Karim, c'était à fac concernant les protocoles. La première étape qu'il faut faire, mais ça tu le sais très bien Karim, c'est se mettre tous autour d'une table pour tous discuter de la manière dont on veut mettre en place les protocoles. Mais nous qui sommes des équipes en anesthésie, il faut parfois que nous aussi on se mette autour d'une table tous ensemble pour déjà établir ce que disait la fac, les protocoles. Et c'est comme toi, moi aussi je vais un peu noircir le trait, mais la médecine préopératoire et l'anesthésie c'est difficile. Même nous on a du mal à s'entendre sur ce qu'on a envie de faire en tant qu'anesthésiste en périopératoire. Et c'est ce qui est dit avant, c'est que si jamais on n'est pas un peu uniforme sur nos pratiques, eh bien c'est difficile. C'est difficile parce que c'est difficile pour tous les gens qui travaillent avec nous. Et effectivement, moi j'ai la chance, sur l'expérience que j'ai, d'être arrivé dans un établissement où on s'est tous assis ensemble pour tous envisager ensemble comment on envisageait, comment on voyait l'orientation de nos patients. Et une fois qu'on s'est assis, qu'on s'est mis, et comme disait la fac, qu'on a mis en place les protocoles que l'on considère adaptés à notre prise en charge, c'est assez simple. La difficulté, c'est quand les gens n'ont pas trouvé d'accord, comme le disait Karen, sur la technique d'analgésie en se disant, quand on a cette technique d'analgésie, c'est ça à faire. Et si quelqu'un se trouve un peu ennuyé, eh bien, on trouvera quelqu'un d'autre pour l'aider. Mais c'est une difficulté, je pense, qui est assez universelle de nos équipes d'anesthésie, où on joue tous ensemble, mais qu'on n'a pas tous la même technique, comme dans tous les sports, et que parfois, ben, il faut faire appel à son coéquipier si jamais il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Mais c'est difficile à envisager et à faire. On n'ose pas, et c'est pas une honte en fait.
L'objectif, c'est pas soi-même d'être plus fort que les autres, c'est que le principe il soit efficient tout le temps. C'est ça l'intérêt. C'est de l'équipe qui montre que c'est joli. C'est pas soi-même, on sait le faire ou on sait pas le faire. Et ça, c'est dur. C'est très dur. Oui, tu as raison. Sébastien, La question, vas-y, enfin, la question non, que pose Kellett, chaque fois qu'il voit un malade, pourquoi ce malade est-il encore là? Pour rebondir sur la phrase de Kellett, moi je dirais, pourquoi ce malade a mal en post-opératoire? Et ah, si on se pose cette question, ben, on se réunit autour d'une table, comme tu l'as dit, et on met en place un protocole. Oui, Afek. oui, effectivement. Et c'est-à-dire qu'on doit vraiment, c'est un droit de l'homme, si on peut le voir. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas souffrir. Et nous, on sait qu'on a un arsenal de médicaments, de techniques pour les aider. Et puis, on les voit souffrir. On arrive le matin et un patient qui te dit qu'il a passé la nuit, qu'il était très mal, qu'il ne pouvait pas dormir parce qu'il avait mal, alors qu'on sait, parce que parfois, là, et puis on fait rapidement un bloc fémoral ou un idiopathique, rapidement, et hop, c'est tout. C'est-à-dire que on a. Est-ce que tu penses, Sébastien, que la méthode anglophone, c'est-à-dire moi j'ai vu aux États-Unis qu'ils ont les régionalistes qui font qu'ils ont en pré, c'est vrai peut-être qu'on n'a pas assez de nombre et des gens qui font qui s'occupent de la douleur, qui s'occupent de ce trajet avec les techniques de l'éco-régional, ce que ça pourrait apporter ou bien sûr, vu nos contextes, il faut absolument qu'on se concentre sur l'équipe, notre équipe. Moi, je pense, alors après, c'est une orientation, c'est aussi l'éducation que j'ai actuellement avec nos sociétés savantes, mais je pense qu'en tant qu'anesthésiste et médecin enfin, et gestionnaire de la médecine périopératoire, on se doit tous de prendre en charge globalement. Je suis pas certain que les équipes puissent nous aider beaucoup. Il y a des établissements, nous, dans les structures publiques où il y a des équipes douleurs. Je suis pas sûr que ce soit plus efficient que qu'une équipe d'anesthésistes qui s'y intéresse. Euh, ce que tu as dit à un moment, c'était hyper intéressant, c'est que tu disais qu'on a des médicaments et on a des techniques qui peuvent aider. Et la première chose qu'il faut faire, c'est ce que disait Karem avec cet exemple d'Enin Kekelet, c'est quand quelqu'un a mal, c'est d'abord quelle technique je peux lui proposer et après quel médicament je peux lui proposer. C'est-à-dire que si déjà on change de paradigme en mettant d'abord quelle technique je peux lui offrir et ensuite quel médicament, eh ben on est mieux que de dire quel médicament parce que le médicament, il a un délai d'action, il a des effets indésirables, il n'est pas efficace tout le temps. Alors, il y a des fois où ça marche, hein, tu te dis, ben, j'ai eu raison. Mais il faut peut-être déjà qu'on essaye de changer notre état d'esprit en se disant, il a mal, je lui propose quelque chose de technique. Et ce qui est difficile, c'est d'organiser la technique autour du malade, les salles adaptées, le matériel. Ça, c'est compliqué. Et si ça n'a pas suffi, eh ben, je mettrai des médicaments associés pour optimiser. Mais il faut peut-être changer un petit peu cette prise en charge en pensant tout de suite à il a une chirurgie abdominale, il a mal, je peux lui infiltrer quelque chose. Il a une chirurgie orthopédique, je vais lui infiltrer quelque chose. Il a n'importe quoi. Après, il y a des fois où c'est effectivement pas possible, hein. Mais je pense qu'il faut qu'on change notre état d'esprit voilà, pour avoir une prise en charge plus vertueuse, je pense. Très Plutôt. belle approche, Sébastien. J'adhère moi à 1000%. Exactement. Effectivement, il faut penser en fait d'une façon plus globale. En fait, il y avait cette idée au départ que peut-être l'anesthésie loco-régionale, il va pas dans le même sens que la RAC. Il y avait ça quand on fait des blocs, peut-être la péridurale, ça empêche les patients de se mobiliser, mais en fait, ça fait un épargne quand même morphinique et on peut faire, voilà, je te laisse, c'est-à-dire que tout ça, c'est Non, mais pas alors, pour la péridurale, mais je rebondis, puis je laisserai Karen qui connaît beaucoup plus la péridurale que moi ou l'organisation. Mais la péridurale, la problématique, c'est un problème de ressources et d'organisation. Ça, c'est une certitude. Après, le mal qui a été fait, c'est un point de vue personnel, hein, mais le mal qui a été fait par l'anesthésie loco-régionale, il a été fait par les régionalistes. C'est qu'on a l'impression que l'anesthésie loco-régionale, ça correspond à quelque chose où, enfin, c'est une technique d'anesthésie où les patients ne dorment pas. Je pense qu'il faut qu'on arrête aussi d'avoir cette Oui, idée-là. oui, tout à fait. L'anesthésie loco-régionale, c'est un élément supplémentaire. L'anesthésie générale associée, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un échec. Parce que même si tu as une anesthésie loco-régionale qui n'est pas efficace en termes d'anesthésie, elle sera très efficace en termes d'analgésie. Et il faut aussi l'expliquer à nos collègues en leur disant, c'est pas grave si jamais ton patient a bénéficié de médication pendant la chirurgie, c'est pas grave. De toute façon, tu as été bénéfique. Et là aussi, nous-mêmes régionalistes, on a été, parce qu'on ne voulait pas nous prendre notre petite technique, là, notre petite technicité, je pense qu'on a été néfaste et on a limité l'expansion de notre pratique pour tous. Il faut que ce soit universel.
On ne le fait pas tous de la même manière et c'est pas grave. En revanche, il faut tous qu'on le fasse. Et c'est pas grave. Et merci, merci Sébastien pour cette Je suis pas très philosophe, hein, mais il y a des fois où ça Ouais, m'agace. Messi, non, Messi, Messi. vraiment, merci, merci, parce que effectivement, c'est-à-dire, faut pas chercher à être parfait. Eh ben, le Non, parfait, c'est une ligne non. médiocre, en fait. Mais exactement, il faut faire de l'analgésie. Et puis, si on dort le patient, c'est pas. Et même parfois, moi, je trouve que parfois, on fait des techniques d'analgésie, d'anesthésie. Le patient, il est réveillé, mais il est dans une position où, je sais pas, il y a plein de trucs au bloc. Eh ben, il n'y a aucun problème à l'endormir. Et puis maintenant, on a tous les produits d'anesthésie, on a les on-off, c'est-à-dire que c'est comme s'il va dormir et se réveiller. Je pense que Exactement. associer les techniques, c'est aussi magnifique. Et on est bien d'accord que le gold standard de l'analgésie, c'est l'anesthésie locale-régionale. Et je reviens sur le fait que les équipes doivent être unanimes parce que malheureusement, on est parfois hein, dans des équipes et puis tu trouves l'infirmière anesthésiste qui prépare et tu entres dans la salle et te dit, ah, je croyais que c'était tel. T'es là. Voilà, oh, d'accord, je vais préparer autre chose. C'est-à-dire que même nos collaborateurs parfois ne savent pas ils essayent de faire comme s'il y a la médecine à plusieurs enfin, facettes. En fait, c'est vrai que chacun, je pense que chacun a sa petite touche, mais quand même, dans les grandes lignes, les grands standards, on doit rester au moins dans une équipe, dans la même voie. Oui, mais moi j'aimerais, c'est pour rire hein, que je dis ça, il faudrait qu'on opère les anesthésistes et les chirurgiens sans analgésie loco-régionale, avec uniquement du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils verront ce que c'est. Ah, mais t'as raison, hein. Ça les vaccinera. Bah, Donc, non, non, c'est très, très important. Et je ne sais pas, est-ce que tu as prévu à fac des questions des participants ou non? Oui, j'ai prévu, normalement, on a fait, et puis, mais je vois pas que ça, j'ai même écrit. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, on est là et ça nous fera vraiment plaisir si on arrive à discuter tous. Voilà, vous avez la rubrique des questions et réponses et vous pouvez poser vos questions. Allez-y, j'ai posé, en fait, On est je pense gentil. qu'il y a... C'est On n'est dans pas le chat qu'on va les. C'est ça? exactement, oui. Ouais. Oui, 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 oui. oui. Chat. Mais on n'est Moi, pas je peux méchant, écrire. hein, vous pouvez nous poser des Non, questions. non, non, mais surtout que c'est marqué chat. Et généralement, le chat, c'est très, très gentil comme animal. Hmm. Donc, Et surtout que nous, on peut discuter des heures et des heures de ça et Absolument. personne ne va nous arrêter. Il vaut mieux que on arrive à non, avoir d'autres. ouais, c'est peut-être la fin de la journée, les gens sont fatigués aussi, hein. Oh oui, oui, je pense la fin de cette journée. Et puis, voilà, je pense qu'ils partagent dans pas mal. Et alors, notre ami égyptien est en train d'enregistrer tout cela? Oui, oui, Et tout est en français. Il va oui, tout faire est en comment? français et ça va être enregistré et peut-être aussi visualisé sur YouTube. Ah, C'est-à-dire, très il y bien. a D'accord. un lien pour encore visualiser pour ceux qui n'ont pas pu nous joindre parce que c'est la fin de journée. Il y en a qui sont bloqués dans les blocs et dans les blocs. Voilà. Pendant- On pourrait probablement le mettre sur le site de Grâce, la vidéo, l'enregistrement? Oui, 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 Parce que Grâce, c'est pratiquement 1 000 membres et tout, donc ça peut être intéressant pour les gens. oui, 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 ça peut être très D'accord. intéressant. Il y a des droits, il faut payer. Hmm. Il y a des droits, il faut payer pour. Non, Ah, c'est non, gratuit. non, Vive la générosité marocaine. non. Ah, je crois qu'il y a un QR. Non. Bien Ah, sûr. on a deux questions, une de Justine Ah, Ouais. parfait, Pinet et une de Kamal. Voilà. En fait, il y a deux questions. Il y en a une, quelle erreur faites-vous pour la PTG? Moi, je veux bien y répondre parce que c'est Vas-y, vas-y, les deux travail sont de tous pour les toi. jours. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à la fac, c'est qu'en fait, il ne va pas y avoir de technique meilleure l'une que l'autre. On a à l'heure actuelle plein de principes qui sont proposés dans la littérature. Il faut simplement essayer d'orienter vos techniques en fonction de la capacité qu'ont les patients à se déambuler dans les 24 premières heures. Il y a une équipe à Toulouse qui fait des quadriblocs pour de la PTG. Les gens marchent à partir de J1, J2. Nous, on fait des blocs plutôt un peu plus distaux pour que les patients puissent déambuler parce qu'on veut qu'ils déambulent en salle de réveil.
Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une technique qui soit meilleure que l'autre. La meilleure technique, c'est celle qui est la plus adaptée à votre environnement. Donc, nous, pour vous dire ce qu'on fait, c'est un canal adducteur avec un cathéter, des géniculés supérolatéraux, un iPack. Enfin, c'est beaucoup de gros mots, mais on a trouvé une technique ou une cuisine qui nous correspond. Et quand je vais visiter d'autres établissements ou quand je discute avec des collègues que j'adore, ils ont d'autres techniques qui marchent très bien dans leur établissement. Donc, surtout, ce qu'il faut faire, et c'est exactement ce que disait Karim ou l'exemple qu'il donnait avec sa collègue, il faut surtout trouver quelque chose qui soit fait par tous vos collègues. Si vous trouvez une technique qui est faite par tous vos collègues, c'est la meilleure technique que vous ayez pu trouver. Même si elle n'est pas aussi efficace qu'une autre, mais en tout cas, l'efficacité viendra de cette reproductibilité. Donc la meilleure technique, c'est celle que tout le monde fait. Vous êtes sûr que tout le monde, 100% des gens vont la faire. Celle de l'équipe, on va Et dire. il y a Exactement. une, il y a une deuxième question aussi. Pour la Et rachianesthésie la place de la anesthésie en continue chirurgie thoracique. thoracique euh, dans la RAC, c'est une technique qu'on peut adopter. Est-ce qu'on peut, enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut adopter la technique de la anesthésie Alors, continue en thoracique? Je ne sais pas, est-ce que c'est pour la chirurgie thoracique, est-ce que la c'est pour, péridurale, mais alors la rachis-anesthésie continue. Alors déjà, rachis anesthésie continue thoracique, non, c'est une rachis lombaire continue, mais ou alors une rachis. La péridurale, ça reste pour la chirurgie majeure abdominale thoracique, ça reste la technique la plus simple et la plus efficace, oui. En tout cas, la péri, oui. La péri, oui, péri thoracique. Après, là encore, ça dépendra de votre technique de chirurgie. Toutes les chirurgies invasives, elles vont peut-être moins nécessiter de péridurale parce que vous allez avoir une organisation, un environnement qui va être assez lourd. Pour une chirurgie majeure, bien entendu que ça reste la technique la plus adaptée. Bien entendu. ouais. Et puis, il y a un retour un peu sur ces anesthésie thoracique pour, je sais pas, je pense que On peut répondre non. On est on va Pour d'accord. répondre plutôt non, oui. plutôt non. Ouais. Alors, pour les infiltrations du site opératoire dans la stratégie de la douleur post-opératoire, préconisez-vous la lidocaïne ou la bupi? Je n'ai pas de naropéine. Bah, Tu tout, peux bah, c'est les médicaments de longue durée d'action qu'il va falloir ah, c'est utiliser. tout. Ouais. Et Oui, nous, généralement, il faut on le vient faire d'avoir. avant, ouais, il faut le faire avant d'insérer le trocar, avant même l'incision. Oui, C'est ce qu'on appelle l'analgésie préemptive. oui. C'est fait par les chirurgiens. J'étais très étonné par le taux de 30% d'infiltration des orifices de trocar, alors que je pensais que c'était une pratique quotidienne des chirurgiens qui font de la laparoscopie. Donc, injection avant l'introduction du trocar, avant l'incision de la peau, et généralement ça marche. Moi, je n'ai pas vu de malade qui avait mal au niveau des trocars après une cellule. Moi, je peux Dans mon répondre. expérience. Nous, on avait longtemps et encore, on utilise la bupi parce qu'on vient d'avoir la neuropéine au Maroc et c'est pas encore généralisé, il y a encore, mais on a toujours utilisé la bupi et ça donne de bons résultats. Je pense que Bah, personnellement, j'ai utilisé de la bupi pendant des années avant qu'on ait de la ropi. C'est un médicament qui est juste incroyable, qui est efficace. Pour tous vos anesthésiques locaux, il faut juste avoir à l'esprit une chose, c'est réduisez vos concentrations. Et puis, vous n'aurez jamais d'embêtement parce que là, quand on parle d'un ou l'autre médicament, c'est surtout pour des, à mon avis, de toxicité systémique. Si vous réduisez vos concentrations, vous n'aurez jamais de problème de toxicité. Si vos chirurgiens sont formés, si vous discutez avec eux, vous n'aurez jamais de soucis. Donc oui, très bon, la bupi. alors, on a Thérèse Yeni qui nous pose une question, c'est un peu long, mais on va lire. Merci beaucoup pour vos présentations inspirantes. Nous sommes convaincus de l'importance d'intégrer les principes de la RAC, même en contexte de ressources limitées comme le nôtre. Ben, on a vu qu'avec Karim, ça, les ressources limitées encouragent parce que ça fait gagner de l'argent et ça fait, c'est bénéfique. Par exemple, dans notre hôpital rural, nous pratiquons l'anesthésie locale-régionale quotidiennement avec la ropie, la bupivacaïne, la xylocaïne et parfois la dexaméthasone comme adjuvant. Cependant, nous avons souvent cette impression d'être des imposteurs car nous n'avons pas accès à tout ce que recommandent les protocoles internationaux. Ma question est la suivante. Comment adapter concrètement la philosophie de l'ARAC dans nos contextes contraints sans risquer de la dénaturer? Existe-t-il des critères ou des indispensables minimums qui nous permettent d'affirmer qu'on est quand même dans une démarche RAC, même sans tous les moyens technologiques ou pharmacologiques disponibles ailleurs?
Alors, je réponds Avec partiellement. que Karim va. Oui, oui, oui. La RAC n'est pas systématiquement pharmacologique, hein. La RAC, c'est un problème organisationnel déjà et un problème de conviction sur l'utilité ou la non-utilité de certaines mesures périopératoires. Donc, il faut déjà s'inspirer de cet esprit-là. Ensuite, on peut faire la liste. Il y a une vingtaine de mesures, plus ou moins deux ou trois selon les spécialités. On se réunit, on voit les mesures qui sont les plus faciles à mettre en place dès demain, qui peuvent être au nombre de 4 ou 5. Mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire, même si vous mettez en place que 50% des mesures de la RAC, vous gagnez en termes de morbidité. Idéalement, il faut faire 70% des items de la RAC. Il a été démontré qu'à partir de 70%, on a un effet significatif. Mais même si vous n'atteignez pas 70%, faites de la bonne médecine et de la bonne chirurgie en mettant en place des éléments qui sont prouvés scientifiquement. Je ne rentre pas dans les détails des mesures, mais voilà, c'est une vision un peu globale. Réunissez-vous, mettez en place les choses qui sont faciles à mettre, et ensuite, le problème des moyens, c'est pas compliqué. C'est-à-dire quand l'administration de votre hôpital verra que les malades qui sont soignés en RAC se portent mieux en post-opératoire, restent moins longtemps en hôpital, ben vous arriverez à la convaincre de vous acheter un échographe pour l'anesthésie loco-régionale, acheter un truc pour l'hémodynamique, etc. Et ainsi de suite. Donc commencez déjà, et ensuite les choses suivront. Et comme vous l'avez vu sur une de mes diapositives, tous les items ne sont pas tous à 100% dans les meilleures équipes européennes, hein. Donc, n'ayez pas le moindre complexe par rapport à ça. Mais vous devez simplement vous y mettre déjà avec 4 mesures, 5 mesures et ainsi de suite. Moi, juste pour répondre à Thérèse, parce que j'adore ce qu'elle nous a dit. Thérèse, les plus gros imposteurs, c'est nous, hein. Parce que nous, on a tout, on a toute la technologie, on a toute la technicité, on a toutes les ressources, on a tous les médicaments. Donc les vrais imposteurs, qui n'arrivons même pas à faire de la RAC, comme le dit Karim, c'est nous, parce qu'avec tout ce qu'on a, on n'arrive même pas à faire quelque chose de vraiment très vertueux. Alors quand tu m'expliques que toi, avec pas grand-chose, tu arrives à vraiment faire quelque chose, le plus gros imposteur dans l'équipe, c'est Sébastien Bloch. Je t'assure que c'est moi. Donc tu peux continuer comme tu le fais. T'es pas du tout dans l'équipe des imposteurs, tu es plutôt dans une équipe très vertueuse parce que vous vous donnez du mal pour pouvoir faire les choses de manière très correcte. Oui, En tout cas, bravo, Madame Thérèse Yénil. oui, bravo. Effectivement, dans un hôpital rural avec les moyens limités, vraiment bravo. Génial, c'est Ouais. génial. Alors, il y a Soumana Coulibaly qui nous demande merci pour l'organisation. Merci à vous d'avoir assisté. Alors, je suis anesthésiste réanimateur du Mali, ALR pour analgésie post-op. Quelles sont vos expériences de la réalisation avant la chirurgie ou bien en fin de chirurgie? Je trouve qu'il a un avantage pour le faire avant la chirurgie. Je pense qu'il a répondu à la question. C'est exactement ça, bien sûr. C'est avant parce que ça a un impact péropératoire sur là Ouais. aussi l'épargne morphinique péropératoire qui est monumentale. Donc bien sûr, il faut tout faire avant. Tout faire avant. Voilà, et puis on arrête la cascade inflammatoire Ouais, avant que exactement. qu'être déclenchée par les méchants chirurgiens, hein. Là, Karim avec nous. On va- Alors, il y a, bon, moi, il y a une question par rapport à la chirurgie pédiatrique orthopédique. Moi, personnellement, je ne fais pas de pédiatrie, je ne peux pas vraiment être capable. La seule réponse qu'on peut donner, moi qui en fais un petit peu, c'est qu'en fait, il faut probablement réenvisager ce qu'on appelle la pédiatrie. En gros, 15 ans, 1,80 m, 80 kilos, c'est pas de la pédiatrie. Pareil quand c'est à 12 ans. Nous, ce qu'on sait, c'est que l'anesthésie loco-régionale pour de l'orthopédie, au-delà de 5 ans, on la fait largement chez les enfants qui sont des enfants éveillés, sans problème, en discutant avec eux. Ça se passe très bien. Là encore, ça dépend de leur environnement familial. Mais la pédiatrie, ce sera plutôt la petite pédiatrie. Donc, effectivement, le 3-5 ans, c'est un peu différent. Mais au-delà de 5 ans, quand on est des équipes, là encore, qui s'y intéressent un petit peu, on peut faire beaucoup de choses chez des enfants qui sont éveillés avec de l'anesthésie locale sans limite, en fait. Mm. Oui, maintenant avec les techniques aussi, de tout ce Ouais. qui est les tablettes, Ouais, bien sûr, on on peut peut tout les, faire. voilà, Donc, je crois que voilà, il faut qu'on ait, il faut plus qu'on pense à, c'est un parcours un peu différent, mais voilà, chez l'enfant. Le plus enquiquinant, moi, qui fait de la pédiatrie, c'est l'adolescent. Lui, c'est le pire. L'enfant, 5 7 10 ans, ils sont mignons, ça les fait rigoler de voir de la couleur sur des écrans quand on peut. Enfin, tout est drôle. L'adolescent, c'est un enfer.
Ils sont mignons, mais On peut rien à Mais, dire. mais pas qu'à l'hôpital, hein, dans non, les ce que j'allais te dire, on a les mêmes à la maison, quoi. C'est les mêmes à la maison, quoi. Bon, Ouais, il y a une question sur la péridurale bah, à laquelle je pourrais Intéressant. répondre bon, pour que tu souffles ah, un peu, dernière question. Sébastien. Oui, oui, bah, on sait déjà que la célioscopie donne moins de douleurs post-opératoires que la laparotomie. Alors, l'utilité de la péridurale en célioscopie a été remise en question par deux essais randomisés qui ont comparé péridurale versus analgésie locorégionale, infiltration de trocar, lidocaïne, etc., et qui ont montré que la péridurale n'est pas nécessaire quand on fait de la chirurgie célioscopique. Nous, dans notre pratique, la péridurale est réservée à la laparotomie ou bien à la célioscopie avec un gros risque de conversion. C'est une discussion avec les médecins anesthésistes et si on sait qu'on risque de faire une laparotomie, même si on commence par célioscopie, ben, les malades ont une péridurale. Donc c'est fondé sur des preuves scientifiques et c'est randomisé. Et puis, voilà, c'est-à-dire pour faire de la RAC avec la péridurale, je pense aussi, ça dépendra de qu'est-ce qu'on injecte, les doses, le mélange. C'est-à-dire, on peut être analgésique, mais ne pas arriver à rendre le patient enfin, incapable de bouger. C'est-à-dire, on reste sur l'analgésie plutôt que de l'anesthésie avec de la péridurale. C'est vrai que maintenant, surtout, il y a tout ce qui est célioscopie et avec le tap bloc et peut-être euh, d'autres comment dire, blocs de parois, peut-être ça fera l'affaire avec de l'analgésie multimodale, mais je pense que l'analgésie, non, enfin, moi je pense personnellement que la péridurale n'entrave pas la RAC. Qu'est-ce que Ah c'est pas. non, non, pas du tout. Non, c'est un élément de la RAC, notamment en chirurgie ouverte. Ça Mais non, n'entrave pas du tout la RAC, c'est le contraire. pas possible. Voilà, je pense que vraiment c'était un webinaire, je veux dire, vraiment, on n'a pas de questions. Ah, on a pas mal de questions. On va un petit peu les survoler si on peut voir. Bon, le certificat de présence, oui, vous l'aurez. À titre d'information, quelle est la durée en préopératoire pour faire la cryoneurolyse préventive pour être efficace? Moi, je peux en parler un tout petit peu. Alors, il y a des papiers pour le moment. Alors, si c'est la durée de l'examen, je ne serai pas très précis sur la durée de l'examen. Ça dépend de ce que vous avez utilisé comme appareil de cryoneurolyse. Nous, dans ce qu'on fait maintenant, on a le patient qui vient un peu en quelques jours, un petit peu avant, parce qu'il rentre en. Là encore, c'est une histoire de parcours. On a un parcours de prise en charge sur des patients qui ont déjà de la douleur préopératoire ou qui sont sujets à la douleur chronique post-opératoire. Donc, ils ont déjà des consultations. Ils viennent quelques jours avant pour avoir la cryoneurolyse, disons après la chirurgie. Donc, c'est une organisation où les patients viennent une demi-journée pour avoir leur prise en charge globale. Ça commence à se faire un peu le jour même, la cryoneurolyse. Alors, on sait que ça alourdit les prises en charge. Je vous dirai exactement combien de temps ça dure. Ça dépend de combien de nerfs on va bloquer, ça dépend de combien de canules vous avez, ça dépend de combien, ça dépend du matériel que vous avez en fait. Donc, il y a pas de. C'est pas de l'anesthésie, c'est pas comme l'ALR, on va pas injecter un truc et c'est terminé. C'est une vraie prise en charge qui demande du temps et qui, à mon avis, ne sera pas convertible chez 100% de nos malades. Il y aura probablement de la sélection. Et encore faut-il que les data continuent à aller dans le même sens, hein. Peut-être que les data n'iront pas dans le même sens dans quelques années. Ça, c'est... Vous savez comment sont les data, hein. C'est oscillant. Il y a des moments, c'est tout bon, il y a des moments, c'est moyen, il y a des moments, c'est tout mauvais. Donc, on verra comment ça évolue. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup, Sébastien. Au Merci fait, Sébastien. Merci. on finit sur une note positive. Il y a Justine qui dit que c'est très intéressant de vous écouter, encore très encourageant pour nous qui millions pour débuter les ALR dans nos milieux, faute de disponibilité d'une machine d'écho, les moyens de bord et les retours des patients est fort encourageant. Moi, je vous dis que vraiment, moi personnellement, je suis pleine d'admiration pour ces gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui démarrent et qui font beaucoup de choses pour leurs patients. Et je sais qu'ils ont en manque de personnel, de matériel, mais qui font beaucoup pour leurs patients, pour l'analgésie, pour voilà, ils s'investissent dans la formation, dans le quotidien. Vraiment, nous, on vous dit bravo. Et voilà, on vous encourage encore à suivre. Et merci, merci pour tout ce que vous faites pour vos patients. Merci Karim, merci encore Sébastien. Et je pense que on continuera un peu à militer et à instaurer la RAC et à revoir nos pratiques chaque jour, à rediscuter et à essayer de faire des protocoles d'équipe. Merci beaucoup. Merci. Au Merci nom- beaucoup, Karen. Merci beaucoup, Merci, Afak. merci à toi. À Merci. Merci à bientôt. Au tous. revoir. Ciao. Au revoir. À bientôt.
Au revoir.